Et bienvenue les pirates de la boxe au Caesars Palace pour une émission spéciale comme vous les aimez. On va revivre une soirée très atypique qui a eu lieu sur cet endroit magique, évidemment. On repart, il y a, oui, on vieillit. On repart il y a 30 ans de cela pour réécrire une soirée pas si anodine que cela, mon cher Antoine. Ça va, Antoine? Salut Captain et salut les pirates. Oui, pas une soirée anodine du tout, en particulier d'ailleurs parce que on reprend goût aux grosses soirées de boxe en 2025 par la grâce de son excellence Turquie. Mais enfin, on va dire que les cartes depuis quelques années avaient eu tendance à se diluer. Et là, on revient ce soir à une époque où on mettait de la qualité et on mettait du gros combat et on mettait du championnat du monde sur la table. Voilà. Tout à fait. Et comment dire, on ne peut pas, on a dégainé nos souvenirs et nos bibles, d'accord, parce que il est aussi écrivain et il est témoin privilégié, ami de la chaîne. C'est Christian Delcourt qui est là. Salut Christian. Salut les pirates. Alors moi, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le livre. Alors c'est ce que je disais au Capitaine et à Antoine. J'ai ce fameux livre qui est encadré dans un super cadre avec derrière le t-shirt de Tyson Holyfield, le deuxième. Celui-là, ce combat-là, c'était pas au Caesars Palace, mais le Caesars Palace. Eh bien, vous avez raison d'emmener les pirates ce soir dans cet antre de la boxe parce que c'est quelque chose d'unique et effectivement, on va avoir beaucoup de belles histoires à vous raconter et moi, je vais essayer tout simplement de vous faire passer les frissons que j'ai eus justement dans cet antre parce que le Caesars Palace, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est la Mecque de la boxe à Las Vegas. Exactement, exactement. Et en ce 8 avril 95, tu es sur place pour une soirée marathon. Je dirais souvent j'appelle ça les soirées Super Bowl, une soirée marathon de boxe concoctée par Don King au Caesars Palace, qui est encore qui est l'hôtel dominant à ce moment-là, même si le MGM a ouvert ses portes depuis peu, et le Caesars Palace qui est comment dire, qui est dominant et qui est aussi qui a plein de prestige, puisque en fait l'histoire des années 70 et 80, ça s'est passé principalement, on peut dire, en exagérant un peu, principalement au Caesars Palace pour la boxe, et pas que d'ailleurs. Donc on est dans la Mecque, quoi. Antoine, à ce moment-là, on est dans la Mecque. Oui, c'est le Caesars Palace, c'est des souvenirs, en tout cas en ce qui me concerne, si je me réfère aux années où, en gros, à partir de 10 piges et en gros à partir des rediffs de Hagler-Hearns sur Canal, j'étais devenu intéressé, ça m'avait piqué, etc., etc. Dans ma tête, c'est le Caesars Palace. Enfin, ce qui me fait rêver, c'est ça, l'image, le mythe. Et je précise d'ailleurs que j'ai eu en plus la chance, quand j'étais tout gamin en famille, justement pas loin de mes 10 ans, c'était entre le CM1 et le CM2, d'aller me promener un peu aux États-Unis. On était passé par Vegas et j'avais vu, évidemment, j'avais pas l'âge de jouer aux machines à sous, mais enfin bon, j'avais vu un peu l'endroit. Et évidemment, ça avait une résonance particulière après quand j'entendais parler des soirées de boxe parce que je pouvais dire à mes copains en crânant un peu, ouais, j'y suis allé. Et effectivement, voilà, le décor est aussi énorme que ce qu'on peut imaginer, même si aujourd'hui c'est plus tout à fait ce que c'était à l'époque. Et ouais, ça flatte l'imaginaire. C'est quelque chose c'est la démesure. C'est une espèce de dimension parallèle. Et c'était encore plus marquant dans les années 80 et 90. Et voilà, c'est le Caesars Palace, c'est des souvenirs précieux entre tous et particuliers. Il y a eu, comme tu l'as dit, le MGM après, mais le Caesars Palace conserve une place particulière.
Ouais, et on ne le sait pas encore. On est sur ces derniers grands moments au Caesars Palace. Il n'y en aura pas beaucoup après ça. On le réalise même pas. Mais moi, je suis comment dire, de l'autre côté de l'écran dans cette nuit entre le 8 avril et le 9 avril 95. Et bah, je suis fasciné, quoi. Je suis fasciné. C'est à l'extérieur. Voilà, je suis fasciné. Et ma fascination continuera puisque quand je visiterai Las Vegas, ben, chaque fois qu'on visite le Caesars Palace, ben, comme je vous le disais, j'essaierai de voir, essayer de voir, mais où se trouvait cette aréna, si on peut dire, extérieure, qui devait certainement être sur parking, enfin, voilà. Et j'ai jamais vraiment retrouvé ça, tout en essayant de le chercher à chaque fois, quoi. Vraiment pour vous dire. Et Christian, toi, tu as cette chance d'être sur place. Et pas sur place simplement le samedi pour les combats, mais sur place toute la semaine pour faire des reportages pour Canal+, pour faire vivre cette nuit qui a été magnifique entre les reportages, les portraits que tu fais, etc. Et en fait, cette semaine-là du 8 avril 95, quelque part, elle est hyper importante pour toi, Christian, personnellement, dans ta carrière, parce que ça contribue avec le photographe, évidemment, le grand photographe qui a participé à ton livre, ça contribue à ce que tu puisses écrire les portraits qui vont être dans ce livre. Oui, exactement. Et en fait, ce photographe, c'est Richard Ojard. Richard Ojard, donc, c'est devenu un ami. Richard Ojard, qui c'est un passionné de cinéma, un passionné de boxe, où on voit les photos avec Mickey Rourke, notamment, et avec les frères Thiozot. Et quand il est là-bas, il vient, en fait, on l'invite, et là, Richard, il ouvre les yeux, il se dit, mais dans quel monde je suis? Lui, et c'est à ce moment-là qu'on décide de faire un livre. Et lui, avec toutes ces photos, et effectivement, il va y avoir pas mal de portraits qu'on aura écrits effectivement dans ce livre. Mais voilà, il y a les frères Thiozot, surtout Fabrice et puis son grand frère qui est là, Christophe n'est pas là, et il découvre Las Vegas. C'est la première fois qu'il vient. Il découvre le Caesars Palace. Alors, juste pour les pirates, un petit peu d'histoire, parce que ça, c'est ce que j'avais fait quand on avait commencé et commenté l'un des premiers combats à Las Vegas. Il faut dire que le Caesars Palace a été créé en 1966. Donc, ça remonte quand même à un petit bout de temps. Et à l'époque, il voulait offrir aux clients savoir ce qu'était la vie sous l'Empire romain. Donc, quand vous rentrez déjà dans les grandes allées du Las Vegas, vous avez des statues romaines partout, César, etc. C'est assez fabuleux. Il y a même un passage entre le César et à l'époque le Mirage, avec une voûte et un toit qui s'illumine. Alors, si vous êtes en journée, le toit est bleu, on voit le soleil, etc. Et dès que commence à tomber la nuit, le toit commence à s'assombrir, à se noircir. Vous avez des étoiles sur le toit. C'est quelque chose d'assez sensationnel. Alors ça, c'est pour l'hôtel. Juste tout à l'heure, Antoine parlait de démesure à Las Vegas et notamment au Caesars Palace. Sachez que la cérémonie d'ouverture, ça c'est des infos que j'ai été allé chercher à l'époque et que j'ai retrouvé là juste avant de revenir. La cérémonie d'ouverture en 66, eh bien, ils avaient dépensé $1 million pour cette cérémonie, et pour dedans, le coût comprenait la plus grosse commande de caviar ukrainien. Internet, c'est pas grave, les amis. Voilà. Juste lors de l'inauguration, ils avaient dépensé pour $1 million, et il y avait notamment la plus grosse commande de caviar ukrainien jamais passée par une organisation privée. C'était un truc de fou. Voilà, et même 50 000 coupes de champagne. Voilà ce qu'est Las Vegas et ce qu'est le Caesars Palace. Ouais. Alors, moi, le Caesars Palace, je l'ai découvert en 1992. Si je reviens même en 1991, donc je travaillais à Canal depuis 1989, j'étais sur la boxe depuis 90. En 91,
mon premier combat aux États-Unis, c'est à New York, au Madison Square Garden, avec un certain Sugar Ray Leonard contre Terry Norris. Et donc voilà, et Terry Norris, on va l'avoir ici. Terry Norris, c'est la première fois qu'on l'a rencontré, avec lequel on a discuté, avec Jean-Claude, on a créé des liens. Et c'est aussi en cela qu'un jour de 98, Terry Norris est venu en France combattre contre Laurent Bounouali, bien sûr, avec les frères Louis et Michel Acaillès qui ont organisé le combat. Mais voilà, on a eu des relations privilégiées avec Terry Norris, avec son papa et avec son frère Orlin. Le premier combat que je commente à Las Vegas, c'est au Caesars Palace. Et c'est pas à l'extérieur où on va se retrouver là avec Larry Holmes, mais c'est dans le Caesars Pavillon. Et c'est un combat entre Thomas Hearns et Iron Barclay, deux cinglés, deux fous, qui se sont mis sur la gueule, mais un combat extraordinaire. Et là, ça a été ma découverte de Las Vegas et du Caesars Palace. Ensuite, le Caesars Palace, l'extérieur. Alors effectivement, où ça se trouve, il faut sortir un petit peu à l'arrière. Et quand il n'y a pas de combat, donc ils utilisent en fait ce parking où ils démontent et remontent en fait l'arène. Et c'est là que s'effectuent donc les plus grands combats. Alors quand on parle des plus grands combats, ben, il faut savoir tout simplement, parce qu'on va y rentrer tout doucement dans cette folle soirée, eh bien c'est là que Larry Holmes est devenu champion du monde des poids lourds contre Ken Norton. C'était le 9 juin 78. Et quand on se rappelle de ça, il aura été champion du monde. À l'époque, on disputait les championnats du monde en 15 rounds. Eh bien, on retrouve 15 ans plus tard, quand je dis 15 ans plus tard, 17 ans plus tard, Larry Holmes. Et c'est vrai que ça fait quelque chose. Ensuite, l'histoire avec Richard Rojard et toutes ces photos qu'on a pu avoir dans ce livre, eh bien, c'est tout simplement que on avait du coup la chance d'avoir ces entraînements au Caesars Pavillon. Donc, c'était juste à côté. En fait, quand vous avez les boxeurs qui rentrent dans l'arène, vous les voyez donc sur le parking extérieur, mais en fait, ils se préparent donc dans ce Caesars Pavillon qui est en retrait du parking. Voilà pour vous situer un petit peu la physionomie de cette arène. Voilà. Et comme si vous le savez aussi, Las Vegas, c'est vraiment une accumulation de villages. Chaque hôtel est un village. Et ce qui est bien, c'est que tout le microcosme box, Don King était au Caesars Palace et toute la semaine, bah, en fait, c'est une vie avec eux, quoi, tu vois. Et c'est incroyable et ça t'a permis vraiment de pouvoir voir les gens et pouvoir en faire le portrait. Et puis, en plus du côté magique du Caesars, eh ben, il faut rappeler l'époque, Antoine, parce que pour Christian, je veux dire, cette année 95 et surtout ce printemps, ben, c'est une effervescence pour la section boxe. C'est une effervescence de dingue parce que en fait, on est dans un moment où on est surexcité et en attente en même temps, Antoine, puisque depuis quelques semaines, Mike Tyson est sorti de prison. On sait qu'il va recommencer sa carrière. On sait que ça va être sous l'égide de Showtime et de Don King. Et là, finalement, on est sur une première grosse soirée faite par Showtime en sachant que Mike Tyson est là. Et d'ailleurs, Mike Tyson sera un peu... et il leur enregistrera des analyses de combat. C'est-à-dire ce combat-là, alors c'est intéressant pour ceci, pour cela. Et d'ailleurs, c'est là que tu vois Mike, le IQ Box de Mike qui était quand même extraordinaire. Et en plus de cela, on a eu quelques mois auparavant, et c'est l'occasion de rendre un petit hommage. J'ai fait moi une émission, mais quelques mois auparavant, George Foreman réussit l'exploit de battre Michael Moorer. Et finalement, 5 mois plus tard, Larry Holmes, avec Don King, donne à Larry Holmes une nouvelle chance de battre le propre record de George Foreman. Voilà. Donc, on est dans un moment, en fait, où il y a de l'excitation. Et même s'il n'y a pas Mike Tyson, on est excité par cette soirée. On est d'autant plus excité qu'évidemment, tout le monde a en tête le retour de Mike sur les rings.
et la façon dont les planètes vont s'aligner, donc plutôt les ceintures vont s'aligner pour lui, parce qu'il paraît évident qu'il va s'attacher très vite à réunifier les ceintures mondiales. Et donc, c'est un peu la course à l'échalote entre tous les prétendants heavyweight de l'époque pour savoir qui va attraper la breloque, qui va attraper la queue du Mickey au bon moment, de manière à pouvoir la monnayer et de monnayer au moins un Tyson fight. Il fait de doute pour très peu de gens à l'époque que Tyson va revenir et va réunifier les ceintures et va régner sur la planète des poids lourds. Évidemment, les faits nous montreront que ce sera un peu plus compliqué que ça, mais dans la tête des gens, le roi est revenu. Et donc, chacun veut un bout évidemment du magot qui s'annonce. On parlait de démesure et de Caesar's Palace. Évidemment, on commence à annoncer des chiffres complètement dingues aussi en ce qui va concerner les bourses pour le retour du roi. Et si on ajoute effectivement, tu l'as dit, le fait que George Foreman a marqué les esprits en lui-même qui réclamait qui avait dit vouloir affronter Tyson. Il a réobtenu le titre linéal des lourds 20 ans plus tard, marquant les esprits. Holmes n'est pas passé très très loin, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure et on l'a déjà vu ensemble, Captain. Mais Holmes n'est pas passé très très loin en défiant Holyfield en 92. Donc il y a une espèce de, c'est un climat de retour de hype autour des grands boxeurs de la période Ali ou qui a suivi immédiatement. Et donc tout ça crée un univers, un champ des possibles assez dingue, à la fois des vieux qui boxent, des jeunes qui reviennent, et puis la certitude d'avoir la principale attraction de la planète boxe qui va revenir, sachant que les autres sont un peu vus comme des régents. Mais donc évidemment, oui, ça picote à l'époque. Il y a une espèce de... Et d'ailleurs, Tyson lui-même est annoncé, parce qu'il habite pas très loin de Vegas à l'époque, donc il est annoncé pour cette soirée. Oui. Il y a un peu des rumeurs, c'est un peu l'Arlésienne. Il y a une place qui est réservée à ringside, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on verra tout à l'heure l'occasion d'en dire un mot. Mais il est censé faire monter la sauce. Voilà. Censé faire monter la sauce d'une soirée qui, même si on voit que la tête d'affiche est Oliver McCall et Larry Holmes, d'une soirée qui, parce que c'est un pay-per-view et sur Showtime, qui ne peut pas se réduire à McCall contre Holmes. On est dans cette, alors c'est la contingence de l'histoire, mais on est dans un moment de générosité en fait des promoteurs et même de Don King. Et je pense que c'est l'accumulation de choses dingues, enfin d'une carte dingue qui donne envie justement à Canal+, à Christian et à Jean-Claude de se déplacer, d'être sur place parce que c'est pas une soirée boxe, c'est un marathon boxe qui va être présenté. Alors Christian, Antoine, j'aimerais vous faire revivre une bande-annonce qu'on peut retrouver facilement sur YouTube, une bande-annonce de Showtime pour le futur pay-per-view. On regarde ça tout de suite. Saturday, April 8th, 4 championship fights. Julio Cesar Chavez and Giovanni Parisi. Felix Trinidad and Roger Turner. Tony Tucker versus Bruce Seldon. Oliver McCall and Larry Holmes. 4 championship fights. Saturday, April 8th, live on pay-per-view. That's 2 heavyweight title fights, plus 2 other championships. Et voilà, plus deux autres championnats du monde. Et finalement, la carte se fait. Et en fait, il y a une annonce dans les médias où les 2 autres combats, c'est quand même Félix Trinidad et Terry Norris qui vont être aussi là. Donc, quand tu vois cette bande-annonce, quand tu as l'information qu'il y aura aussi Félix Trinidad, qu'il y aura aussi Terry Norris, Christian, le budget ne fait qu'un tour, les billets sont tout de suite pris et tu décolles directement depuis Orly-Roissy. Oui, Orly en fait, on passait toujours par Orly. On voyageait sur American Airlines et c'était toujours un plaisir. Et d'ailleurs, il y avait, je l'ai déjà raconté, je pense, mais Jean-Claude, à chaque fois qu'on arrivait sur Las Vegas, il ouvrait la fenêtre du hublot et puis il disait « Ah, en regardant, tiens, le peintre, il a mal fait son boulot, il y a un nuage là-bas. » Et en fait, le ciel était toujours bleu, il suffisait qu'il y ait un petit nuage. Et donc, je suis allé 80 fois exactement à Las Vegas avec Jean-Claude et 80 fois, il m'en a fait une différente. Mais voilà, quand on y va pour une soirée 5 championnats du monde, on sait que c'est un marathon et que, on le dit, physiquement,
il faut être prêt. Même pour nous, commentateurs, il faut vraiment être prêt parce que là, on prend les 5 championnats du monde. Et juste avant, on y va aussi. Je crois qu'il y a Henri Akiwande, il y a France Botta. Enfin, il y a toujours parce que il a une écurie énorme, Don King, et il faut bien les faire boxer tous ces gens-là. Mais c'est vrai que ce sont des boxeurs à l'époque qu'on suit. Voilà, Tito Trinidad, il est dans les réunions de Don King avec Chavez, avec Norris. On les a déjà eus l'année passée, notamment en 94, où on a eu beaucoup de réunions, où on a fait l'ouverture le 29 janvier 1994 du MGM. On a déjà raconté cette belle soirée, notamment avec Chavez contre Frankie Randall et la surprise de Frankie Randall qui bat Chavez. On a eu la revanche. On a eu des boxeurs. Quand on dit des boxeurs qu'on suit, on va y venir dans chacun des combats. Mais voilà, c'est des boxeurs, même Giovanni Parisi contre Chavez, il a été intégré à toutes les dernières cartes américaines de Don King. Et en fait, il était d'ailleurs là au mois de janvier 94, lorsque Chavez a combattu Randall, il était en sous-carte. Et dans la tête de Don King, il sait déjà, il commence à préparer tous les combats qu'il peut effectuer. Et ce Giovanni Parisi, qui n'avait jamais quitté l'Italie depuis toute sa carrière, se retrouve là à enchaîner 3 ou 4 combats au MJM, notamment dans les soirées qu'on avait déjà commentées. Ouais, et donc, ce qui est génial, c'est que tu les vois, tu as une semaine pour les côtoyer, c'est excellent. Et finalement, comment dire, la soirée arrive. Et donc, c'est une soirée de printemps, en fait, hein, à Las Vegas. Et on a l'habitude de Las Vegas l'été, c'est une fournaise, effectivement. Mais là aussi, dans la boxe, ça a quand même son importance. Quand tu boxes à ciel ouvert, comment dire, les températures, le weather, le temps a son importance. Et comment dire, et c'est là qu'on voit aussi chez les boxeurs ceux qui sont prêts, ceux qui pensent à tout. Donc, qui ont leur peignoir, qui essayent de se réchauffer, et ceux qui n'avaient pas pensé à ça, tu vois. Et on le voit là-dessus, par exemple, Larry Holmes et d'autres. Mais donc, dans cette soirée, en fait, qui est bizarrement un pay-per-view, où, en fait, nos yeux sont quand même lancés sur le futur. On regarde les combats, mais c'est toujours avec qu'est-ce qui va se passer avec Tyson. Enfin, voilà, cet été, ça va être dingue, ça va être dingue. Mais les combats sont quand même là. Et cette accumulation de combats avec des héros, à nous, que Christian nous a fait connaître avec Jean-Claude. Et il y a quand même toujours, même si cette soirée ne restera pas peut-être dans l'histoire, il y a toujours de la petite histoire et de la grande histoire qui se mêlent. Et ça se mêle avec Terry Norris, notre petit chouchou. À nous, on a déjà fait une grande émission sur Terry Norris parce qu'il y a le diablotin de Luis Santana qui fait encore des siennes, puisque le combat Norris-Santana, normalement, ça doit être quelque chose d'expéditif, puisque le Santana a réussi un peu à l'entourloupe à disqualifier dans le premier combat, ça se passe au Mexique, si je me souviens bien, Terry Norris, voilà, en faisant je sors sur une civière, etc. Et donc, ça avait, ça avait été un vrai frein pour Terry Norris, un frein, il n'en avait pas besoin parce qu'il était en pleine bourre à ce moment-là. Et donc, il y a Terry Norris qui vient faire ce premier combat de championship. Vous voyez qu'il y a même Kenny Bayless qui est tout jeune à l'époque. Avec des cheveux. Avec des cheveux. Et on se dit, ça va être expéditif, il y a tellement un écart de niveau et tout ça. Et alors là, mais vraiment, je veux dire, quelle chance tu peux avoir d'avoir une bis repetita où Terry Norris, malheureusement, sur un coup de gong qu'il n'entend pas du tout, et il le dit, vraiment, il le dit honnêtement, je n'ai pas entendu, il met un coup, donc bien après le gong. Et donc, Luis Santana, qui lui, il a entendu le gong, il nous fait une Luis Santana, ce qui fait très bien. Il s'allonge, il a mal, et il ressort sur une civière. Le mec, 2 coups de suite, ressort sur une civière. Avec le masque à oxygène. Hein. Avec le masque. Et alors là, vraiment, c'est avec toi.
qui est vraiment proche. Parce que je pense que tu es quoi, la deuxième rangée des médias ou la troisième rangée? Oui, deuxième ou troisième, je me rappelle Deuxième, plus. Mais... voilà, c'est ça. Mais donc, en fait, ta vision, tu dois vraiment bien voir. Peut-être même tu vois son visage, etc. Enfin, c'est un truc improbable à commenter, Christian. Et surtout, comme tu dis, improbable à commenter. Alors, quand tu commentes à côté de Jean-Claude, et Jean-Claude qui est quelqu'un qui respecte les boxeurs et qui a vraiment toujours défendu les boxeurs, cette fois-là, mais il tombe sur Luis Santana et il le démolit. Ouais. En parlant de tricheur, quoi. C'est une deuxième fois. Et ok, le coup a été donné après le gong, mais bon, c'est vrai que il l'entend pas. Mais surtout, c'est le cinéma qui est fait après. Alors, quand on a déjà fait du cinéma une première fois, quelques mois plus tôt, dans une super, encore une grande réunion de boxe avec là, Jean-Claude me regarde, mais il en est furieux et il aurait pu attraper Santana, aller lui dire, mais c'est quelque chose, voilà, on ne triche pas en boxe. On ne triche pas. Santana a été dominé. On sait qu'il y a une différence énorme entre les deux boxeurs, mais on revient dans ce genre de combat, on va pas dire qui est truqué, mais qui est truqué là, sur le ring par le boxeur, il se sait inférieur. Et s'en sortir, c'est simplement s'en sortir par une extravagance qui est scandaleuse. Et ça, c'est quelque chose. Des fois, on dit, regardez, ça, c'est des combats à montrer dans les écoles de boxe. Ça, c'est un combat à montrer dans une école de boxe pour dire, voilà, si vous montez sur un ring, c'est pas pour avoir cette attitude-là, parce que c'est pas celle d'un boxeur. Même si vous avez été frappé après le coup de gong, il y a un arbitre, il y a des règles, le boxeur est disqualifié, ça vous suffit. Et ça, ça a été effectivement quelque chose d'énorme. Alors, quand on parle de ça, et coup sur coup, un deuxième combat avec une disqualification, alors, dans notre carrière, et avec Jean-Claude, on a commenté quelques disqualifications dans l'histoire. On se rappelle de Beau Golota. Ouais. Beau Golota à New York, avec donc ces coups bas de Golota contre Riddick Bowe, etc. Et Golota qu'on appelle le fou polonais et qui continue de frapper, etc. Et à la fin, ça se termine en bagarre. Si vous vous rappelez… En émeute. Ouais. En émeute, oui, en bagarre, en émeute, avec tous le clan de Beau qui monte sur le ring. Il y en a un qui assomme Golota d'un coup de talkie-walkie, de talkie-walkie Golota. Dan Duva est expédié. Il fait un malaise. Voilà, il a un malaise, il faut l'évacuer du ring, c'est un truc de fou. Alors celui-là, nous on n'y était pas, mais on l'avait commenté en studio avec Jean-Claude. Par contre, on était au deuxième quand ça s'est reproduit à Atlantic City. Et là, on se dit, mais attendez, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, c'était ça après, hein, c'est en… 97. Donc voilà. Mais voilà, quand on parle donc de cela, c'est un truc de fou. Parce que le premier combat, quand même, au Madison Square Garden, il y avait quand même eu 22 personnes qui avaient été blessées et 16 arrêtées sur un ring. C'est juste de la folie. Là, notre ami Santana, il fait son coup en 12 dans son coin, voilà, histoire de repartir avec la ceinture et puis de repartir avec une bourse et de repartir avec l'opportunité de refaire un autre championnat du monde. Ouais, il garde en otage la ceinture. Et puis, c'est là aussi que Christian devient aussi journaliste cinéma à ce moment-là, parce que quel grand acteur, celui Santana, mais c'est une petite histoire de boxe, il restera, Antoine. Oui. Bien sûr. C'est extrêmement frustrant parce que Norris n'a pas besoin de ça. Il a eu son premier run en tant que champion des super welter. Qui a été interrompu, mais sportivement cette fois-ci par Simon Brown. Il est revenu, il a pris sa revanche, et on le sent parti pour réaccomplir à peu près la même chose que la première fois. Il y a l'accident contre Santana,
le premier combat au Mexique, Norris n'y est pas complètement. Si vous vous rappelez, il va au tapis. Il est certes, effectivement, il se fait disqualifier pour une raison un peu idiote, mais c'est Norris. Et Norris, de temps en temps, il y a des sautes d'attention. Donc il va au tapis, ça le déconcentre et il déconne. Je dirais simplement pour compléter ce que Christian nous a rappelé sur ce deuxième combat que le Dominicain est impardonnable d'avoir fait le cinéma qu'il a fait. Mais Norris, là encore, n'est pas dans le bon état nerveux. C'est-à-dire que ça se voit, quand il envoie Santana au tapis au deuxième round, il est à ça de le taper au sol, mais vraiment à ça, tout près. On sent qu'il a quelque chose à prouver, il faut qu'il fasse un statement, il faut qu'il montre qu'il est très supérieur à ce gars-là. Et il accepte d'ailleurs, de manière un peu atypique, de se battre un peu bêtement. Alors qu'on sait bien qu'à Norris, ça lui réussit pas, il a besoin de prendre un peu de distance, il a besoin de... Bon, évidemment, contre Santana, il n'est pas en danger, mais on voit que ses nerfs dominent, et c'est pas un hasard si derrière il tape après la cloche. Ça ne justifie pas du tout l'attitude de Santana, mais ça montre que Norris n'était pas le boxeur parfait, en particulier parce qu'il avait une gestion de ses nerfs qui n'était pas forcément la meilleure, un peu aussi comme la première fois contre Brown, où il se laisse aspirer dans une bagarre qui n'avait pas de sens et qui lui a coûté un KO. Donc voilà, c'était une des failles de Terry Norris. Mais c'est vrai que rétrospectivement, se dire comme ça 30 ans après qu'il y a quand même eu 2 disqualifications puis un 3e combat, la pire trilogie de l'histoire de la boxe. En gros, c'est quand même à mourir de rire. Enfin, sur le coup, c'est très frustrant. Rétrospectivement, c'est très drôle. Et allez revoir notre discussion qu'on a fait tous les 3 sur Terry Norris. Allez revoir cette discussion de cet immense champion. Mais ces moments de sidération sont des moments que je considère aussi comme des moments fondateurs de notre passion, de part intégrante, et notamment des années Don King. Il y a une part de sidération entre l'oreille arrachée, mais aussi c'est tous ces moments-là, qui sont propres un peu à notre culture, tu vois. Et là, ça arrive direct, quoi. Ça arrive direct, et bon, bref. C'est sûr que si on parle en plus de l'oreille arrachée en 97 de Tyson, c'est vrai qu'on a eu quelques disqualifications qui semblent totalement invraisemblables. Invraisemblables, et qui restent invraisemblables, et ils ont bien beau essayer d'expliquer ou en parler, cette sidération reste, et c'est vraiment propre à nous, quoi. Et vraiment. Et donc, de cette sidération, vous êtes quand même engagé sur un marathon, et là, arrive le chouchou. Enfin, c'est un autre chouchou, mais bon, je sais comment Jean-Claude adorait aussi Félix Trinidad, qui est donc annoncé pour aussi sa ceinture IBF des Walter contre Turner. Et puis, c'est le Félix Trinidad qu'on a vraiment bien suivi en 94, tu as raison de le rappeler, Christian, et allez voir la discussion Félix Trinidad que nous avons fait aussi tous les 3. 94, il a beaucoup boxé, il a donné beaucoup d'émotions. Félix Trinidad est un distributeur d'émotions, voilà, parce qu'il peut aller par terre. Il a un punch incroyable, et il est jeune, et il est encore jeune, et c'est encore ce jeune Félix Trinidad qui, moi, je me souviens de ce moment-là. Vous reprenez l'antenne après un portrait, Christian, de Félix, et on est à ce moment-là où justement il a ce très beau peignoir, etc. Et puis en fait, ils sont tous énergisés, le clan et surtout lui. Tu sais, Porto Rico, numéro uno, Porto Rico. Ils sont comme ça. Et les jeunes aujourd'hui, ils s'enjaillent, tu sais, mais ils sont comme ça. Numéro uno. Mais il y a un côté très attendrissant, tu vois. Et forcément, Félix Trinidad, c'est le gamin qu'on adore. Et puis lui, il est là, et en fait, il nous fait une Félix Trinidad. Deuxième round, boum, c'est fini, un énorme chaos. Il donne ce qu'on veut, il le donne rapidement, mais qu'est-ce que c'est beau de voir Félix Trinidad au Caesars Palace, Christian. Oui, parce que Félix Trinidad, quand on dit, voilà, c'est le jeune portoricain qui est grand pour donc son gabarit dans cette catégorie, et c'est le petit, le grand dans la cour des grands, et qui devient dans la cour des très grands. À chaque fois,
notre ami Don King le met dans les affiches. Il est là dès qu'il y a Chavez, il est là dès qu'il y a donc des combats de poids lourds, mais en fait, lui est là pour l'excitation. Donc c'est un boxeur, c'est vrai, un peu notre chouchou. Nous, on l'a découvert au Palais des Sports de Paris voici quelques années. Et puis là, il en est, je crois que c'est son 6e ou 7e championnat du monde. Et donc, voilà. Et quand vous dites, c'est un vecteur d'émotion et dans les deux sens. Ouais. Parce que notre ami Félix Tito Trinidad, on l'a suivi lors de ces 2 derniers combats. Le dernier combat, il y en avait un qui c'était contre Luis Campas, Ouais. donc au MJM. Pareil, je ne sais plus si c'était en janvier, le jour où en fait Chavez avait été battu pour la première fois. Voilà. Et puis, on l'a suivi aussi lors de son dernier combat. C'était à Monterrey, au Mexique, contre Obacar. Et Obacar, ce boxeur américain, il avait été, voilà, il avait été le battre je crois, en 8 rounds. Mais surtout, ce qu'on avait remarqué, c'est que dans la 2e reprise, dans le début du combat, Félix Tito Trinidad n'est pas toujours attentif et peut se faire surprendre. Et contre Campas et contre Obacar, il va à terre dans la 2e reprise. Et là, on se retrouve dans la 2e reprise. Et on en avait parlé, je me souviens très bien avec Jean-Claude. Et Jean-Claude, il me disait, non, écoute, Tito, il ne faut plus qu'il se fasse surprendre comme ça. Il faut qu'il aille jab, jab, jab. Et il disait jab, jab, droite, jab, jab. Et je renvoie Jean-Claude qui me disait, voilà, jab, jab, droite, jab, jab, droite. Et alors, quand notre ami Turner va au sol, ben, on est tous surpris parce qu'en fait, il va directement sur un crochet gauche. Et là, Turner, il n'a plus compris la marche à suivre. Il est rentré dans le système de Trinidad qui fait jab, 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 droite, jab, 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 jab. Et là, tout d'un coup, l'autre, il lui décroche une crochet gauche. Et ça, c'est Trinidad. C'est la classe Trinidad. C'est la grande classe. Et c'est très, très symbolique, je trouve, aussi, de le voir au Cedar Palace, encore sur Showtime, parce qu'après, il va être diffusé aussi par HBO pendant plusieurs années. Et c'est, Captain, la première fois que Turner va au sol dans sa carrière. Il a une trentaine de combats. La première fois, il a 2 défaites, mais c'est la première fois qu'il va au sol. Ouais, Turner qui était connu dans le milieu, hein, qui était un top, on va dire, je sais pas si c'était un top 10, mais c'était un top 20, et qui était connu dans le milieu, enfin, qu'on avait déjà entendu parler. Et il était considéré comme solide en plus, qui allait donner des rounds, qui allait à minimum donner des rounds à Félix Trinidad. Bon, il n'aura pas donné grand-chose, tu vois, parce que ça tape de dingue, et le KO est impressionnant. Et puis, ben, Félix Trinidad, là, il est vraiment monté, je trouve, un petit peu à la dure par Don King, parce qu'il a fait beaucoup boxer, mais déjà, on est en 95, et déjà, après vraiment cette soirée du 8 avril, tranquillement, doucement dans les esprits, le Trinidad de la Hoya, il est déjà là, hein. Même s'il va devenir bien plus tard, mais il est déjà dans les esprits, hein. Antoine. Ouais, c'est ce qu'on avait dit en parlant de Trinidad les fois précédentes. Il a une particularité, c'est qu'il est portoricain, mais et c'est en général des boxeurs qui sont appréciés, mais qui sont plutôt les second rôles en fait quand on arrive au niveau élite, c'est plutôt les gars qui sont là pour faire briller les superstars. Et Trinidad, on sent que King a un projet pour lui. On sent il le prend très jeune, il le fait monter. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un type qui a l'aura, parce qu'il a une gueule, il est très spectaculaire, il s'impose par KO. C'est en plus un type qui, pour un portoricain, est relativement fiable, c'est-à-dire qu'il a ses sautes de concentration sur le ring, mais en dehors du ring, il fait pas n'importe quoi. Ouais. Donc, il est peut-être plus fiable et il mérite plus qu'on parie sur lui à long terme que certains de ses compatriotes qu'on dira fantasques, même si très attachant sur les rings. Et donc Tito, très vite, il est confronté, il prend le titre à bloqueur, il a battu, déjà à l'époque, il a que 22 ans, mais il a battu Yuriboy Campas et Car, on l'a dit, il a battu Camacho, donc il est taillé, il est élevé,
pour l'élite, pour le super fight qui vient contre De La Hoya, tu l'as dit. Et c'est sur ce combat-là contre Turner, ce qui est assez marrant quand on voit les images, et tu as montré la photo, Captain, c'est que ni Trinidad ni son coin n'ont peur. Hein, vraiment, ils arrivent sur le ring. C'est plutôt tranquille, hein, c'est-à-dire qu'autant car Porto Rico numéro uno. Voilà. À l'époque, Obakar, c'était un des meilleurs boxeurs sans titre mondial. Hein, vraiment, car il n'a pas forcément eu de bol, mais il avait le talent d'un champion du monde. Turner, c'est pas tout à fait ça. Alors, Turner, c'est un boxeur, il a un peu de style, il donne son jab, il se déplace au début, etc. Alors Turner aussi, il l'a chauffé en conférence de presse, il a dit que Trinidad ne tapait pas si fort qu'on le disait. Bon, c'est un pari qui vaut ce qu'il vaut. Mais le gars était littéralement connu, et c'est vrai, pour faire du stand-up. Turner, il faisait du stand-up, c'était une autre activité professionnelle qu'il avait. Et il aura fait rire en se faisant aplatir au deuxième round, d'une certaine manière. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il se fait sécher justement à un moment où peut-être qu'il espère refaire une Carr ou une Compass, c'est-à-dire que c'est lui qui avance de manière un peu déraisonnable. On a vu qu'il a pris... Enfin, Trinidad a réglé la mire, mais il n'a pas été très actif jusque-là. Il a montré que son jab faisait mal. Il a envoyé dinguer la tête de Turner une paire de fois en utilisant juste le jab, mais le crochet n'est pas encore vraiment passé. Et Turner, un peu bêtement, il avance les mains basses sur Trinidad. Et qu'est-ce qui se passe quand on avance les mains basses sur Trinidad? On prend un crochet gauche. Donc, il prend un crochet gauche et puis il va se coucher. Alors, il se relève et Trinidad va pour le finir. Il se fait arrêter, il est debout, mais il ne se défend pas ou mal. Donc, c'est évidemment une bonne décision. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est une étape qui n'a pas été très marquante, entre guillemets, dans la carrière de Tito. Et pour lui, il va s'ouvrir jusque grosso modo en février 99 et son combat contre Whittaker, une période un peu en vitesse de croisière où il va démonter tout ce qu'on va lui présenter face à lui sur le ring sans grande difficulté. Il battra aussi Whittaker sans grande difficulté, mais c'est un nom quand même. Bon, évidemment, c'est Pernell. Là, c'est le début d'un Trinidad installé comme un patron, un taulier, un type qui ne donnera plus forcément les mêmes frayeurs qu'il a pu se causer contre Compass et contre Carr. Ouais. Finalement, on vous renvoie aussi à toutes nos discussions Hall of Fame, Félix Trinidad et d'autres, Whittaker, etc., que nous avons fait tous les trois, pour reparler évidemment dans le détail. Mais au fil de cette soirée, finalement, bon, c'est bien, quoi. Cette nouvelle, c'est vraiment la nouvelle génération qui s'impose avec Félix Trinidad, et on sait que ça sera un visage qui fera qui fera son temps et qui sera un visage qui va traverser la carrière de Christian notamment. Eh bien, regardez, on est à l'extérieur, il y a quand même déjà un peu de public, c'est pas encore rempli, le ciel est magnifique, ce qui va donner vraiment des superbes images, et on arrive maintenant dans cette soirée qui est un peu, elle était faite aussi pour ça, cette soirée, c'est que Don King, qui véritablement est en position de monopole à ce moment-là, les gens qui n'ont pas connu cette époque et qui parlent de monopole aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point Don King est en position de monopole, et notamment sur plusieurs catégories, les welter et les lourds. Et donc là, on voit des combats avec des mecs signés par Don King sous la tutelle de Don King qui vont s'affronter pour récupérer des titres, des title holders, dans l'attente du Mike Tyson fight. Tout le monde, les titres ont leur importance plus qu'aujourd'hui. Les ceintures, la ceinture WBC, la ceinture WBA, tout ça, les titres ont leur importance. Mais ce qui est encore plus important pour tout le monde, manager même boxeur, c'est que il faut que tu sois le premier dans la ligne d'attente pour Mike Tyson. Le Mike Tyson fight est indispensable. Et donc, il y a un combat de poids lourd qui va arriver, un combat intéressant, mais un combat qui s'explique aussi parce que le titre récupéré par Foreman en novembre 1994, c'est-à-dire la ceinture de WBA et IBF, déjà, la WBA, alors je ne sais plus s'il a destitué Foreman ou si Foreman s'est délesté de la ceinture WBA, mais toujours est-il qu'elle est devenue vacante. Il n'a pas voulu affronter Tucker Foreman, voilà. Il n'a pas voulu l'affronter. Il n'a pas voulu affronter Tony Tucker qui revenait. Tony Tucker, c'est un boxeur aussi qu'on aime beaucoup, Christian aime beaucoup, qui, après des années difficiles, est un immense boxeur des années 80 qui revient et qui donne des combats difficiles
à Lennox Lewis, même si Lennox Lewis gagne et le met 2 fois à terre, mais il donne des combats. Et c'est un poids lourd, il faut se le passer, Tony Tucker. Et Foreman n'avait pas envie. Mais en faisant ça, Foreman a donné, et Duva et Top Rank Bob Arum redonnent la ceinture de WBA dans l'escarcelle de Don King, qui ne va pas s'en priver. Elle aura son importance, cette ceinture de WBA, en 96. Elle aura son importance. N'oubliez pas que Tyson Holyfield, c'est juste pour la ceinture de WBA. Bref, ça a son importance. Mais l'origine de cette récupération est là. Donc, Tony Tucker, qui était le mandatory, a son combat contre Bruce Seldon. Alors, Bruce Seldon, connu et inconnu à la fois à ce moment-là, Christian. Et c'est là où, Christian, et même ton livre est intéressant, parce que là, tu es complètement dans ton travail de journaliste, tu es dans la découverte d'un boxeur qu'on a connu simplement par ses défaites, qui sont des défaites obscures en sous-carte, dont on ne retient pas les images contre Oliver McCall. Je parle au moment des faits. Je parle en 95. En 95, on n'a pas les images de Seldon contre McCall, et on a eu les highlights, mais on ne peut pas les retrouver si facilement que ça, de Seldon qui se fait qui se fait défoncer par Riddick Bowe, qui ont été les 2 gros stops de sa carrière. Mais Seldon est de retour. Et donc, en fait, Christian, et ton livre, on le sent bien, cette semaine-là, c'est aussi pour toi la découverte de Seldon, et je crois qu'il y a un entraînement qui t'a vraiment impressionné de Bruce Seldon. Ouais, parce que c'est une pile électrique. Bruce Seldon, c'est un boxeur vraiment qui est explosif. On n'a jamais, ou très rarement dans sa carrière, et moi dans ma carrière de journaliste, l'occasion d'avoir accès justement à des belles séances d'entraînement comme ça, juste avant avant un championnat du monde. C'est la première chance mondiale de Bruce Seldon pour le boxeur d'Atlantic City. Voilà, il a 28 ans, il rentre, et voilà, c'est le moment de se faire connaître, et de faire connaître aussi les compétences pugilistiques qu'il a. C'est un boxeur explosif avec un jab extraordinaire. Et on va le voir dans ce combat avec Tony Tucker. C'est bien aussi de rencontrer un boxeur comme Tony Tucker. Tony Tucker, c'est un boxeur qui a fait les années 80, qui a affronté Mike Tyson, qui fait partie, je ne veux pas dire, il est entre la génération Larry Holmes, George Foreman. Ensuite, il y a la génération, je parle par âge, parce que à l'époque, Tony Tucker a 36 ans, je pense. Et vous avez la génération Seldon, 28 ans, la génération Lennox Lewis, Riddick Bowe, Mike Tyson encore. Donc voilà, Seldon, il arrive pour mettre un petit peu de peps dans cette catégorie. Et en plus, physiquement, c'est un super gabarit. Et on le voit dès l'entrée du combat, lui aussi, il va comme on l'a dit avec comment il s'appelle, le Trinidad, user et utiliser de son jab, et il va le faire, mais vraiment de façon sensationnelle, parce que il faut raccourcir la distance. On le voit là, il y a plusieurs centimètres d'écart entre Tucker et Seldon, mais on voit justement dans cette photo qui est fantastique, justement la longe de Seldon, et c'est lui qui touche avec son jab. On aurait pu penser le contraire, mais en fait, il va construire son combat de cette façon, et c'est comme ça qu'il va en fait, je veux dire, déjà fermer la bouche de Tucker, qui a aussi parlé aussi un peu avant en conférence de presse, mais il va lui fermer l'œil gauche, et c'est l'œil gauche qui décidera de la fin du combat. Effectivement, très vite, au 3e round, l'œil est fermé déjà, et puis on est dans un duel, où finalement on a des poids lourds qui ne donnent pas forcément un combat de poids lourd assez, caricatural. On est sur de l'excellence au niveau du jab. Et d'ailleurs, ça sera un thème de la soirée. Et ça, c'est d'une part surprenant. Très bon timing de Seldon qui va insister sur la blessure. Mais d'un combat où les mecs sont quand même des gabarits incroyables, mais en fait que tu oublies au fur et à mesure. Et tu as l'impression d'avoir un combat de poids moyen, ou même un combat de super welter poids moyen avec du jab, mais d'une qualité, comme tu le dis, comme on n'en fait plus en fait, Antoine.
Ouais, il y a un certain rythme dans ce combat-là et c'est un choix tactique intelligent de la part de Seldon qui sait grosso modo que Tucker est un 30, enfin, comme tu l'as dit, Christian Tucker, c'est plus un perdreau de l'année, il a un gabarit assez important, donc l'endurance, on peut s'interroger sur sa capacité à nager en eau profonde, on va dire. Seldon commence, en revanche, il a quand même une certitude aussi, Seldon, il connaît déjà ses défauts et son camp connaît déjà ses défauts, c'est-à-dire qu'il n'a pas un menton très solide. Ça s'est vu parce que il menait contre McCall avant de se faire mettre KO vers la fin du combat, que Riddick Bowe l'a aplati d'entrée. Donc il sait très bien, on connaît ses qualités et ses défauts. Donc Seldon, il a un physique de culturiste. Il a un assez bon jeu de jambes, donc il donne son jab, il se déplace d'un côté, de l'autre, etc. Il essaye d'éviter de rester trop campé dans l'axe, et ça marche bien, son jab marche bien. Il a quand même deux petites alertes parce que c'est Bruce Seldon, donc au round 2 et au round 3, justement, alors qu'il déroule sa boxe, il prend quand même à chaque fois une droite, et ça le reboote un peu. Donc il donne quelques rounds à son adversaire parce qu'il est pas solide, il n'a pas un menton très solide. Mais il a, contrairement à ce qu'on aura vu, alors il se pointera des années plus tard contre Tyson, enfin des années plus tard, des mois et des années plus tard, ouais, il se pointera contre Tyson en ayant manifestement une certaine appréhension. Mais contre Tucker, il croit en ses moyens. Et effectivement, Tucker il passe pas si loin que ça de gagner. N'oublions pas quand même que Tucker à l'époque, voilà, tu l'as dit en intro, Captain, Tucker il a que 2 défaites et 2 défaites par décision contre Tyson à l'époque où Tyson était imprenable et Lennox Lewis. Ouais. Donc quand même c'est un client et c'est pas pour rien si Foreman n'a pas voulu le prendre. Donc il a, il croit en ses chances. Il n'est pas du tout là pour servir de marchepied à Seldon. Non. Il est là pour tester le menton d'un type dont on sait qu'il est fragile. Donc ça donne un combat vachement intéressant. Extrêmement frustrant. Après le combat, il demande tout de suite un rematch parce que la blessure change tout. Ouais, effectivement, la blessure change. Dès le troisième, tu l'as dit. Hein. Dès le troisième, il a l'œil à moitié fermé et ça va aller en s'aggravant. Je crois que c'est Mills Lane qui arbitre et qui finira par arrêter après le 7e. Ce qui est sûr, c'est que le combat a été disputé. Tucker gagne quelques rounds justement parce qu'il arrive à contrer Seldon. Mais c'est grosso modo Seldon qui donne le tempo. C'est grosso modo Seldon qui la tendance lui était plutôt favorable et ça restera. J'allais dire quand même pour un adversaire parce que Seldon là encore on l'a dit hein, il a perdu quelques fois, il a aussi perdu d'ailleurs contre Tony Tubbs après un knockdown précoce, donc c'est un type qui présente pas toutes les garanties et jusque là le mieux qu'il ait battu en gros si tu passes les aussi Ocasio, Ribalta et Greg Page qui étaient vieillissants, c'est un succès sur Jesse Ferguson qui était un peu un adversaire, comment expliquer, un journeyman quoi, enfin un type avec du mérite, mais pas. On va beaucoup en parler parce qu'il a boxé à peu près tous les poilers de la soirée d'ailleurs Ferguson. Mais donc ce soir-là, Seldon franchit un cap et on comprend qu'il soit motivé parce que franchir ce cap et gagner ce combat-là en particulier, prendre une ceinture au moment où Tyson est de retour. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin du Super Banco, quoi. Ça veut dire qu'on va passer d'un niveau on va multiplier par 10 sa bourse dans pas très longtemps. Donc, et d'ailleurs, comment dire, Don King qui a toujours des coups d'avance, comme nous le dit Christian, il paraît évident que ce soir-là, celui qui récupère la ceinture, et vaut mieux que ça soit Seldon parce que c'est encore plus facile, mais affrontera Tyson. Et d'ailleurs, c'est le cas. Et quelque part, Christian, ne crois-tu pas que Don King a bien mis de côté Seldon parce que le seul combat qu'il va avoir après, c'est contre Joe Hipp. En août 95, en fait peu de temps après, avril, août 95, il défend son titre contre Joe Hipp, qui était aussi un adversaire extrêmement prenable pour Seldon, et d'ailleurs c'est un 12 rounds, très sur le même rythme, voilà, on attendait beaucoup plus, on se fait chier, voilà, et après, rien du tout jusqu'au combat contre Tyson, quoi. Et d'ailleurs, disparition de Seldon après ce combat, après cette chose étrange contre Tyson. On parlait de moments de sidération, c'en est un autre. Ça a été un personnage, en fait, finalement, trouble et insaisissable, ce Bruce Seldon, Christian. Oui, alors, c'est vrai que tout le monde est axé, c'est vrai, sur Tyson. Il faut remporter le combat pour avoir une chance de disputer un combat très rapidement face à Mike Tyson. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une chose
dont on peut aussi parler. Tony Tucker, même s'il a 36 ans, Tony Tucker, comme on dit, il n'est pas passé forcément très loin. Tony Tucker, on l'a dit, n'a que 2 défaites dans sa carrière, 2 défaites au point. La première, c'est en 87 face à un certain Mike Tyson. La deuxième, c'est face à à Lennox Lewis en 93, de nouveau au point. Ça veut dire que si Tony Tucker était devenu champion du monde et avait remporté cette ceinture, allez, et l'avoir conservée, on aurait pu, pourquoi pas, avoir une revanche Tucker-Mike Tyson quelques mois ou dans l'année suivante. Au lieu de ça, on n'a pas eu un Tucker-Tyson, mais on a eu un Seldon-Tyson. Et là, ce Seldon-Tyson, c'est une date qui est restée à graver jamais, qui est restée gravée à jamais dans nos mémoires avec Jean-Claude. C'est en septembre 96. On voit un Seldon arriver face à Tyson, mais il est vert. Il a changé de couleur, il est vert, il est translucide. En arrivant sur le ring, vous savez, c'est 50 mètres qui datent en fait de la sortie du vestiaire jusqu'à la montée sur le ring et ce face à face. Et en fait, Seldon ne fait pas de combat. Seldon, il n'a jamais été touché. Seldon tombe sur un coup fantôme. Il y a un crochet de Tyson, il tombe, il est KO. C'est la fameuse soirée dont on a déjà parlé, où ensuite, avec Jean-Claude, eh bien, on rentre dans le MGM et qu'il y aura cette fusillade dans les couloirs. Et puis avec Tupac. Et puis après, donc le décès de Tupac. Voilà. Mais on aime et on a aimé ce Seldon, on a aimé le voir arriver très sympathique. Ici, voilà, parce que voilà, c'est ce jeune, on l'a dit, boxeur d'Atlanta. Et puis il le dit et on le voit. Bon, il a travaillé dur pour en arriver là. Il a travaillé dur et forcément dur physiquement, parce que quand on voit ce corps d'athlète, alors vous allez dire qu'il est peut-être un corps de culturiste, etc. Mais bon, voilà, c'est un beau boxeur et il aura fait sa carrière, il sera devenu champion du monde et puis ensuite, il aura emmené un de ses fils à la boxe. Ouais, mais il y aura quand même une disparition étrange quand même après le combat contre Tyson, voilà, comme s'il voulait se retirer, se cacher du monde. Effectivement. Ah oui. Mais toujours est-il menton, pas menton, etc. Ouais. On est dans une époque où les poids lourds, ils ont un jab. Ils ont un jab. Ils savent ce que c'est. Et c'est très dur. Hein. On dit que c'est le coup le plus difficile en boxe, hein, parce que tout commence de là. Et l'art du jab, c'est pas anodin. Et là, on est dans une époque qui sait ce que c'est le jab. Et Seldon gagne avec son jab. Et d'ailleurs, contre Joe Hip, il a que ça aussi. Il a que le jab. Il lui fait manger du jab et il tourne. Et voilà, Tony Tucker a un excellentissime jab. D'ailleurs, il arrive, malgré tout blessé dans le combat, il arrive à donner son jab qui est excellentissime. Bref, c'est de la qualité. Le jab chez les poids lourds va continuer, c'est un thème de la soirée. Mais combat plaisant, combat plaisant qu'on n'attendait pas. Christian. Oui, voilà, parce que puis bon, c'est bien aussi, ça se termine pas en 12 rondes. On est pour l'instant dans une soirée où ça tombe trop vite, pour Santana. Ça tombe au 2e pour Trinidad, ça tombe au 7e, et puis on monte, et puis là, on a 2 autres affiches qui arrivent avec Chavez, Parisi. Exactement, Chavez Parisi. Et pour moi, alors jeune fou amoureux de boxe qui écoute religieusement mes prophètes Christian et Jean-Claude, chaque nuit en direct, je suis là. Je suis quand même, comment dire, je suis quand même la génération Chavez. Je dois le dire. Je suis la génération Chavez, même si Holyfield comment dire. Voilà, mais je suis dans ce moment-là où Chavez est l'empereur est perçu comme tel et véritablement. Et j'étais, même si je suis jeune, je suis quand même vachement déstabilisé de voir une sorte de je ressens comme une rétrogradation de Chavez
qui n'est plus la tête d'affiche. Parce que déjà, Mike étant sorti, tu vois, que Chavez n'est plus la tête d'affiche. Et ça me perturbe parce que voilà, parce qu'il était le visage de la boxe quand Mike était en prison. Et donc là, il est quelque part, il est le co-main event, mais c'est quand même la sous-carte. Et Chavez en sous-carte, ça me perturbe. Mais vraiment, on est dans une soirée alors que l'année 94 a été incroyable, a été complètement folle. On vous renvoie à notre discussion sur Chavez, qui est une vidéo essentielle. Et cette année 94 est essentielle pour Chavez. Donc on est en 95. Et finalement, il est dans un match-up parfait, comme tu le dis, Christian, qui était déjà prévu par Don King depuis belle lurette contre Giovanni Parisi. Giovanni Parisi, beau boxeur, assez aérien, etc. Pas un guerrier, mais plutôt un boxeur aérien. Finalement, dans un combat où Chavez va réussir à dérouler et va montrer que there are level to this game, Antoine, entre Chavez et Parisi. Voilà, entre Chavez et Parisi, il y a une vraie différence. Et il a 32 ans, hein, il est encore vraiment dans la pleine force de l'âge, hein, Julio César Chavez. Et puis, c'est une belle soirée pour lui. Il paraît bien, il a des moments... Il est agacé aussi par le fait que Parisi s'engage pas. Très agacé, il y a des moments de gros agacement, mais il y a des moments aussi qui resteront dans l'histoire. Et d'ailleurs, avec les réseaux sociaux qui sont revenus, Christian, tu sais, avec TikTok et avec Instagram, ce moment... que peut-être vous avez vu, chers amis pirates, où Chavez fait le shoulder roll et on voit le Chavez presque en mode Mayweather. Et ben c'est contre Parisi aussi. C'est contre Parisi où il est tellement au-dessus qu'il peut baisser les mains et que juste par des mouvements, il est en total contrôle. Une des belles dernières soirées de Chavez avant la dégringolade. On va commencer avec toi, Antoine. Ouais, effectivement, il y a une classe d'écart entre les deux. Parisi, d'ailleurs, c'est pas un hasard quand on revoit son style le soir de Chavez. Parisi, il a une boxe qui était très efficace en amateur. C'est un boxeur à la touche, gaucher de surcroît, donc qui perturbe un peu ses adversaires. Il a un très bon bras avant, qui d'ailleurs il garde souvent la main avant basse. Il est mobile. Et donc, ça lui a valu d'être champion olympique, ce qui est quand même pas rien. Il a été champion olympique des plumes. D'ailleurs, physiquement, c'est pas non plus un croiseur lourd quand on arrive à 140 livres, parce que là, on est pour le titre WBC des super légers. En pro, il a des références un peu en trompe-l'œil parce que un ancien champion du monde, certes, mais WBO, et la WBO à l'époque, c'est un peu, comment dire, c'est un peu une boîte de chocolat. Tu sais pas trop ce que tu vas attraper. Donc, il monte des légers. Donc, c'est pas un boxeur extrêmement solide. Il faut lui rendre cette justice, d'ailleurs, qu'après Chavez, il reprendra le titre à 140, WBO là encore, donc un peu un titre de seconde catégorie, mais il fera une bonne petite carrière. Il finira d'ailleurs sa carrière pour le titre BU contre Frédéric Claus. Ce sera son dernier combat qu'il perdra. C'est un type qui est mort jeune, Parisi. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi, mais il est décédé à 41 ans en 2009. C'était juste pour casser l'ambiance. Toujours est-il que ce soir-là, il n'est pas ridicule contre Chavez. En revanche, il est toujours un bon niveau en dessous. C'est-à-dire que, alors, il va tenir quand même les 12 rounds. Il va tenir parce qu'il est mobile. Et dès la mi-combat, c'était pas gagné, parce que dès la mi-combat, quand même, il en a pris. Hein. Il en a pris, en particulier, c'est du Chavez. Donc, il a pris à la fois au corps et à la face. Il est allé au tapis au deuxième round sur un jab très appuyé qui est plutôt, je dirais, il est un peu surpris, Parisi, en fait, et il n'est pas sur ses bons appuis. Donc, il tombe, mais c'est pas un knockdown dévastateur, on va dire ça comme ça. Donc, il recule, il travaille du bras avant, mais il lui manque soit un peu de punch pour faire réfléchir Chavez, soit un peu de défense d'ailleurs, parce que Chavez est précis et Parisi, avec sa manie qu'il a de boxer le bras avant un peu bas, il se fait cueillir quand même assez régulièrement. Donc, c'est un combat en vitesse de croisière. C'est de la boxe intéressante à regarder parce que c'est deux boxeurs qui ont du niveau, bien sûr, mais évidemment, c'est pas un combat très émotionnel. Alors, il se chambre parfois, il y a des moments où ça échange un peu des gracieusetés parce que c'est un peu lénifiant. Donc les mecs essayent de se provoquer.
Notons aussi que Joe Cortez est d'une certaine indulgence vis-à-vis de Chavez sur les coups bas pendant le combat. À Parisi, il a dû aller se coucher avec un peu mal à la coquille, enfin plutôt en dessous de la coquille, Pépère, parce que Chavez il a pris ses aises, on va dire ça comme ça. Puis il y a des coups de coude, il y a des Ouais. voilà. Parisi, à un moment, il se plaint tout le temps, hein, tu sais. Ouais, alors il en rajoute un peu, mais Chavez reste le type qui décide, et c'est sûr que il a encore une certaine aura, et que on ne remet pas forcément en cause ses pratiques borderline, on va dire ça comme ça. Alors après, c'est très joli ce que fait Chavez. Il y a tous les coups de la boxe, bien sûr. Il y a des combos, il y a cette insistance au corps et à la face qui le caractérise. Et face à ça, on peut quand même, à partir du moment où Parisi n'avait pas tout à fait le niveau, entre guillemets, il livre une performance qui n'est pas honteuse, du tout. Et on voit de la boxe sympathique. Je ne sais pas ce que ça donnait sur place, Christian, mais le combat, je ne vais pas le recommander aux pirates en expliquant « Ah, jetez-vous là-dessus, vous allez vous éclater, etc. » Je ne vais évidemment pas dire ça. Mais c'est un combat d'un niveau intéressant. C'est pas désagréable à regarder. Qui fait paraître encore Rulio beau. Rulio reste beau, voilà, et je pense que c'était ce qui était important. Et puis c'est Rulio César Palace, un an avant le combat contre De La Hoya aussi, Christian. Mais Rulio César Palace, vu le magnétisme qu'il avait à l'époque, c'était important que tu y sois d'ailleurs, Christian. Oui. Alors juste pour terminer, puisque très rapidement Antoine a évoqué la disparition de Parisi. Parisi est décédé en 2009 d'un accident de la route du côté de Pavie en Italie. Sa voiture a croisé la route d'un camion qui transportait des câbles électriques, et il est mort sur le coup. Voilà. Donc ceci pour la précision pour les pirates. Giovanni Parisi est parti trop tôt, mais effectivement avec une belle carrière, une belle aura aussi en Italie. D'autant plus, effectivement, comme l'a dit Antoine, avec son titre de champion olympique, parce que on sait ce que c'est qu'un champion olympique. On le sait chez nous avec Brahim Asloum, notamment, avec Tony Yoka, voilà. Mais voilà, c'est important. Mais dans ce combat face à Chavez, voilà, c'est pas un combat sur lequel il faut se précipiter, bien sûr, pour le regarder. Mais vous avez encore du bon Chavez, et du Chavez qui est encore le roi des body shots, qui travaille super bien au corps. Et ça, c'est une marque de fabrique de Chavez. Mais c'est pas sur un body shot qu'il envoie Parisi à terre dans la deuxième reprise. C'est le seul vraiment moment un petit peu épique de ce combat. C'est sur le jab de la soirée, quoi. Un jab du gauche de notre ami Chavez qui l'envoie à terre. Voilà, knockdown au deuxième round. On peut se dire à ce moment-là que peut-être que Chavez va trouver la solution, mais Parisi, c'est pas un boxeur qui va facilement à terre. Il a compris. Il va être un peu plus sur ses gardes. Il va aussi un petit peu chambrer notre ami Chavez à certains moments, parce que bon, il est italien et puis on ne cesse pas faire non plus, hein. Mais voilà, c'était un combat, un bon combat d'une bonne carte donc de cette époque, et qui plus est au César Palace. C'est les derniers. Enfin, pour moi, c'est symboliquement, c'est pas exactement ça, mais symboliquement, c'est le dernier hurrah de Chavez. Pour moi, tu vois, on en a déjà parlé. Après, c'est plus le même. Après, c'est une autre histoire, une histoire moins belle. Mais là, on est encore dans une sorte de je parais encore beau. Voilà ce que j'étais. Voilà comment j'étais fringant. C'est un peu ça. Tu vois. Et à la limite, je me rappelle de Chavez dans les allées du César Palace, avec toute sa troupe. Il a toujours une cinquantaine de personnes autour de lui, hein, on l'a toujours dit. Il y a bien sûr le fameux l'ouvreur de bouteilles de bière qui est toujours là. Mais en fait, je crois que Chavez, ça, entre guillemets, la déchéance, pas la déchéance, mais il était au top au début des années 90. Et puis bon, c'est vrai, quand vous arrivez à près d'une centaine de combats, ça fait beaucoup quand même dans une carrière. Ouais. Et au fur et à mesure
sa troupe s'est agrandie. Il était plus là, présent pour faire la fête et il pensait surtout à chaque fois à revenir chez lui pour fêter sa victoire avec ses potes et fêter ça, bien sûr, à la bière. Donc voilà, la vie sportive et la préparation n'étaient franchement plus la même, plus le même âge non plus. Mais bon, Chavez reste Chavez. Aux alentours du Cinco de Mayo, du 5 mai, bon là on était un peu plus en avance au mois d'avril, mais on avait toujours le grand Chavez qui venait à Las Vegas. Mais en même temps, vraiment, moi, je ressentais ça, c'est que, comment dire, vu que Mike Tyson était revenu dans la danse et que le monde de la boxe se focalise totalement, exclusivement sur les poids lourds, et alors que Chavez était le non-star des main events des 2 dernières années, bah là, en fait, normalement, il aurait dû continuer à être un main event, Mais en fait, dans les années Tyson, à partir de 95, mais finalement, comment dire, on travaille plus vraiment le Cinco de Mayo comme on le travaille maintenant avec un Canelo, quoi, tu vois. Et c'est un peu le business qui met de côté des gros revenus tellement tout le monde est focalisé sur Mike Tyson. Et ça vous dit, parce qu'on en parle de Mike Tyson, c'est toujours une icône, mais c'est des choses comme ça qui vous disent à quel point c'était une superstar, à quel point à en faire oublier les autres stars. C'est dingue. Et donc, on arrive sur le main event de la soirée qui est la question qui est encore comment on place ses pions en attendant Tyson. Oliver McCall a réussi l'exploit de knocker pour le compte Lennox Lewis en septembre 1994 à Londres. Il a récupéré une ceinture essentielle qui est la WBC à cette époque, qui est toujours considérée à cette époque comme la ceinture à avoir, voilà, qui est allée au-dessus des autres dans l'esprit de tout le monde. Et donc, on va le faire boxer parce que, encore une fois, il faut le faire boxer tout en attendant le grand moment. Parce que s'il y en a bien un à qui on a monté la tête, qu'il aura son Tyson fight, et d'ailleurs, il en parle avant le combat, Christian, il en parle avant le combat contre Holmes, il en parle après le combat contre Holmes, Mike Tyson contre Oliver McCall, c'est Oliver McCall. Voilà, c'est Oliver McCall. Et donc, voilà, qui mettre en face d'Oliver McCall pour qu'à la fois il paraisse beau, qu'à la fois il garde son titre, et puis qu'à la fois on puisse continuer à attendre que Tyson revienne pour lui prendre le titre. Voilà. Et donc, Don King, qui a toujours eu une. C'est pas comment dire, qui a toujours. Un coup d'avance. Un coup d'avance. Et qui, par rapport à Holmes, a toujours réussi à travailler Holmes, a toujours réussi à convaincre Holmes. Et il avait envie d'être convaincu. Regardez ça, c'est un pins qui était distribué dans le Caesars Palace. Voilà. Et donc, il y a McCall contre Holmes. Mais, encore une fois, la contingence va bien, puisque avec l'exploit de Foreman, Holmes, il le veut aussi, son exploit. Il le veut aussi. Et Holmes, à 45 ans, a sa chance mondiale pour une ceinture. En plus, c'est sa ceinture. La ceinture verte, c'est aussi la ceinture de Larry Holmes. De la récupérer contre Oliver McCall et dans un combat, en fait, qui va avoir lieu où finalement, on va avoir un combat qui va décevoir à l'époque. Parce que, voilà, il y a un engagement qui est... Il y a des scènes d'engagement de Oliver McCall qui sont sporadiques. C'est un combat compliqué à voir, mais avec le temps qui est passé, avec une nouvelle perspective de la part des fans, en remettant en contexte l'âge de Holmes et puis la dureté qu'était McCall, finalement, c'est un combat perdu par Holmes, mais un combat vraiment digne pour Holmes, parce que son jab est encore là. Il a des chances, il a une chance à un moment, c'est au 5e round où il passe en première intention, il passe une droite en début de round qui surprend McCall, mais finalement la malchance de Holmes
c'est que Holmes avait en face de lui McCall et qu'il n'avait pas en face de lui Michael Moorer, même si on adore Michael Moorer, même si j'adore Michael Moorer. Mais voilà. Et que McCall, il tomberait jamais. Et il tomberait jamais. Et d'ailleurs, je crois qu'il est pratiquement jamais tombé dans sa carrière. Je crois qu'il n'a jamais subi un knockdown. Hein. Il n'a jamais subi un knockdown dans sa carrière. Et donc, finalement, Holmes, qui est là, et pour un mec qui a 45 ans, il y a le jab qui a du peps, etc. Et il n'a pas les jambes, mais il a le jab, mais c'est pas assez. Et Holmes et McCall, finalement, ce soir-là, a pas grand-chose, McCall, sauf sa dureté et parfois des engagements qui font que Holmes recule. Mais il a aussi un bon jab. Et en fait, il y a aussi de la qualité encore dans les jabs. C'est un combat de jab. Regardez. Voilà. Holmes qui se fait prendre sur un jab aussi. Et finalement, c'est un combat qui nous a tous déçus, mais à bien y regarder, je trouve que c'est malgré tout un exploit sportif d'un quarantenaire qui avait une boxe différente de George Foreman et qui avait surtout un adversaire différent que George Foreman à ce moment-là. Christian. Il faut aussi qu'on revienne, parce que Larry Holmes au César Palace, puisqu'on a commencé cette grande émission avec le César Palace, c'est le boxeur du César Palace. Peut-être un de ceux qui a le plus boxé au César Palace, et notamment pour des championnats du monde. Larry Holmes, il a débuté sa carrière au César Palace, alors pas sur l'extérieur, mais dans une petite salle et dans le César Pavillon en 1977. Ça remonte quand même à quelques années. Et bien sûr, à 45 ans, il le connaît par cœur, cet endroit. Et c'est un lieu qui, pour lui, est devenu mythique pour le championnat du monde. Le premier qu'il avait remporté donc en 77, c'était face à Ernie Chavers. Et puis un titre qu'il a conservé avec Ken Norton. Ken Norton, c'était un combat en 15 rounds d'une violence et d'une dureté exceptionnelle. C'est là encore au César Palace que Larry Holmes aurait préféré ne pas rencontrer Mohamed Ali. Mais c'est le dernier combat de Mohamed Ali. Ça a eu lieu ici au César Palace. Donc voilà, c'est un lieu rempli d'histoire où il a affronté après Trevor Berbick, il a affronté Gary Cooney. Voilà, il se retrouve là maintenant. C'est plus les boxeurs de sa génération. On l'a dit, il aurait pu rencontrer un Tony Tucker d'une dizaine d'années de moins. Mais Oliver McCall, effectivement, c'est celui qui a quand même détruit en 2 rounds Lennox Lewis. On y était avec Jean-Claude quelques mois auparavant. Et c'était le Oliver McCall, comme vous l'avez dit, le taureau atomique qui fonce dans tout ce qui bouge devant lui. Et surtout, voilà, qui a un menton d'acier. Ah oui. Donc, ce combat-là, effectivement, vous pouvez mettre un boxeur comme Larry Holmes qui aurait pu, pourquoi pas, réussir un coup magique comme George Foreman. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le même menton de Moorer face à Foreman que le menton de McCall face à Holmes. Et c'est ce qui fera toute la différence dans ce combat. Tout à fait. Tout à fait. Et vraiment, encore une fois, Larry Holmes, comment dire, il est trop court dans l'effort, etc. Mais il fait les 12 rounds et il sort. Enfin, je veux dire, c'est une sortie digne. C'est une sortie digne. Il passe à côté de l'exploit, mais il n'aurait pas pu avoir cet exploit. Pas avec McCall. Même si McCall aussi. Qui est le plus décevant des deux en fait dans ce combat? Holmes ou McCall, Antoine? Évidemment McCall, même si McCall, rappelons-le quand même, n'a jamais été. Enfin, c'est un type qui a un destin qu'on ne lui attendait pas. McCall était un sparring partner de valeur. C'est un type qui est monté dans les rankings et qui a quelques victoires sous sa ceinture quand il bat Lennox Lewis, mais personne ne s'attend à ce qu'il batte Lewis. Simplement, Lewis, il a déjà signé le combat contre Beau pour la fin de l'année et il est pas, il pêche par inattention, on va dire ça comme ça. Mais au fond, McCall a jamais été un boxeur extrêmement brillant et ça se voit contre Holmes parce qu'il y a vraiment une différence de niveau technique, même s'il affronte un homme de 45 ans. On voit très bien Holmes qui met le jab, qui arrive à doubler le jab, qui parfois place la droite en première intention. En plus, McCall, il installe Holmes dans un train de sénateur, c'est-à-dire que
vu qu'il n'est pas très actif, tu l'as dit, Captain, il permet au quadragénaire qui lui fait face de ne pas avoir le capot qui fume trop tôt. Donc comme ça arrive à faire son truc, en plus il filoute, il arrive à faire un peu comme contre Holyfield, il attire McCall de temps en temps, il se met dos aux cordes, il attire McCall pour essayer de le contrer. Donc il est malin, mais d'une part, vous l'avez dit, évidemment, il peut même pas érafler la carrosserie contre McCall, et puis en plus, il a 3 ans de plus que contre Holyfield. Contre Holyfield, ça avait été un combat disputé, qu'il avait perdu, mais qu'il avait rendu compétitif jusqu'au dernier round. Là, contre McCall, c'est un combat indécis, parce que McCall n'est pas tout à fait à la hauteur de l'événement jusqu'au round 9. En gros, ouais. les rounds se partagent de manière à peu près équitable. Et au round 9, McCall place l'accélération qui va bien. Il enfle la pommette de Holmes. Il remporte sur les cartes le round 18 alors que Holmes ne tombe pas. Il aurait pu tomber s'il n'y avait pas eu de corde. Mais il n'y a pas de knockdown scoré contre lui. C'est un rare round scoré à 18. Et Holmes a un mérite, c'est qu'après avoir pris une dégelée pendant ce round-là, il a le mérite d'y retourner. Et il n'est pas ridicule sur les championship rounds, mais il y a un vrai écart de conditions physiques entre les deux. Au final, c'est un peu frustrant, en effet. Mais ce qui est sûr, quand on a vu ce combat, c'est que personne ne veut voir Tyson contre Holmes 2. Personne ne veut voir ça, objectivement. Non. Tyson contre Holmes, on l'a déjà vu. Donc, quelque part, c'est bien que Holmes n'ait pas gagné ce combat. Il avait très peu de chances de le faire, mais c'est bien qu'il ne l'ait pas gagné. En revanche, quand on voit la performance de McCall ce soir-là, on se dit que on a intérêt à le protéger comme on protégera Seldon avant le Tyson fight, parce que McCall, il ne présente pas toutes les garanties. Il ne battra pas tous les mecs qu'on mettra face à lui, certainement pas. Et d'ailleurs, ça ne ratera pas, parce que ce n'est pas une ceinture qui va gagner éternellement, et en tout cas pas pour affronter son ancien partenaire de sparring. Voilà. Ah ouais, parce que à la fin du combat, tu sais, il y a toujours l'interview du docteur avec Don King pour clôturer la soirée, Christian. Et d'ailleurs, souvent, tu traduisais même l'interview de Don King après tout le monde, qui clôturait la soirée. Et il a indiqué que McCall affrontera Bruno en Angleterre. Enfin, le truc est déjà signé. Parce que même Don King dit il y aura aussi Nigel Benn et tout ça. C'est voilà. Et bon, s'il y a une prise de titre qui est bien soporifique au possible, c'est quand même Frank Bruno contre McCall. Il faut vraiment être un roast beef de Wembley pour avoir célébré ce truc-là, qui est voilà, et avec le pétage de plomb de McCall qui ne veut pas sortir du vestiaire et qui en fera pas plus sur le ring, et d'un McCall qui, voilà, Frank Bruno qui était déjà cramé à ce moment-là, revoyez ce combat. Frank Bruno, il est déjà cramé à l'époque, quoi. Non, ne le revoyez pas. Oui, ne le revoyez pas, voilà. En plus, c'était un samedi soir, le film du mois, il est passé super tard à cause de Frank Bruno et McCall. N'oubliez jamais. D'ailleurs, Christian était obligé de s'excuser pendant le obligé de s'excuser. Voilà, quoi. McCall, encore une fois. Vilain. McCall, personnage complètement troublant, qui aura quand même sa rédemption bien plus tard, parce qu'il va continuer à boxer jusqu'à 50 ans. Il a reboxé récemment. Il a reboxé. Donc, c'est quand même preuve que le menton est une qualité qui ne s'érode pas toujours avec le temps. Dans les années 2000, il sera allé en Turquie mettre KO un petit protégé, une petite starlette turque chez les poids lourds. Des trucs ahurissants. McCall, il mérite un livre. Il mérite un livre, McCall. Ouais. Mais on ne regardera pas tous ses combats. Et finalement, moi qui suis très, très fan de Larry Holmes, extrêmement fan de Larry Holmes, je vois ça comme un dernier hurrah digne et qui a un peu de classe au Caesars Palace, qui était sa maison, comme l'a dit Christian. Et c'est aussi un très, très grand champion, une légende du sport que tu auras réussi à suivre dans sa deuxième carrière, Christian, Larry Holmes. Oui, parce que Larry Holmes, c'est voilà, des derniers combats, notamment au Caesars Palace, parce que donc cette soirée, avec vous les Pirates, c'était l'ambiance Caesars Palace, voilà. Et c'était celle de Larry Holmes. Larry Holmes, il était déjà ici sur ce ring en 1992, c'était face à Evander Holyfield, il avait perdu au point.
Et c'était une soirée aussi importante pour Don King, parce que Don King n'avait jamais pu vraiment entrer au César Palace et organiser. La soirée de 92, c'était Bob Arum et Dan Duva qui l'organisaient. La soirée du 6 novembre 93, personne ne l'a oublié au César Palace, c'est celle de Riddick Bowe avec le parachute, Riddick Bowe face à Evander Holyfield. Mais là, c'était Dan Duva et Rock Newman qui présentaient la soirée. L'année d'avant, on était là dans une chaleur, une fournaise à 42 degrés. C'était en avril 94. C'était Holyfield Moorer, toujours par Dan Duva. Et là, c'est Don King qui présente sa grande soirée, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé avec Don King dans l'arène. Dans cet antre du César Palace. Et pour lui, c'était aussi l'occasion de montrer que voilà, c'est le roi, et il voulait être aussi le roi des poids lourds, parce que toute l'idée, là, c'est simplement, quelques mois après, nous, on attendait, je me rappelle, moi, être parti en vacances à ce moment-là avec la famille au mois de juillet, mais je savais que je partais en vacances aux États-Unis parce qu'au mois d'août, on allait avoir le retour de Mike Tyson. Exactement. Et ça aurait été beau un retour de Mike Tyson au César Palace, mais là, il n'y avait plus les mêmes millions d'investissements de l'époque du caviar ukrainien maintenant, et le MGM et ses 5000 chambres, et voilà, on remportait le jackpot. Le contrat, quand il sort de prison, il fait sa conférence de presse, Mike Tyson, vous savez, il sort son papier, etc. Il lit et il annonce qu'il sera avec Don King, ça sera avec Showtime et ça sera avec le groupe MGM. Et ce contrat Tyson-MGM est le contrat qui a fait disparaître la boxe du Caesar Palace. Et ce Caesar Palace, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, il y avait, même à travers l'écran, il y avait un je ne sais quoi. Il y avait un je ne sais quoi dans les soirées Caesar Palace qui a évidemment disparu et que Christian a été témoin. Et ce je ne sais quoi, et on l'a jamais vraiment retrouvé à Las Vegas. On a vu des choses extraordinaires, avec des ambiances extraordinaires, incomparables. Mais ce je ne sais quoi Caesar Palace, il y avait quelque chose, il y avait une touche, quoi. Voilà. Tu sais que, Captain, la touche, puisque la boxe, elle est arrivée en France grâce à Canal+, et à CNuit, elle est arrivée tout simplement quand Charles Bietri a réussi à signer justement le contrat pour diffuser la boxe avec Bob Arum. Ils l'ont signé sur le ring de Las Vegas, du César Palace, pardon, et avant un combat extraordinaire. Ce combat, bien sûr, c'est Marvin Hagler contre Thomas Hearns en 1985. 3 rounds de folie. Pourquoi on aime la boxe à Las Vegas? Pourquoi on aime le César Palace? Pour tous les amoureux de la boxe et de la belle boxe, parce que voilà, on y a vu les plus grands combats. On y a vu Ernst Leonard au début des années 80, on a vu Roberto Duran, on a vu Marvin Hagler, on a vu toute cette trilogie. À l'époque, c'était les poids moyens qui faisaient vibrer la boxe mondiale, c'est les poids moyens qui faisaient vibrer le César Palace. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu on va dire, ces guerriers de Las Vegas. Tous les grands champions dans ces années 80 ont boxé à Las Vegas. Et on l'a vu, c'est la même chose avec Larry Holmes notamment. Exactement. Et donc, une énième, parce qu'on a fait, et j'adore faire ça avec Antoine et surtout toi, Christian, on vous a parlé d'un énième marathon que tu as commenté. Comment t'en sors de ce marathon du César Palace? Comment t'en sors? Parce que tu nous as parlé comment tu sortais des marathons du MGM. Comment t'en sors? Lessivé après tant d'heures de commentaires? Alors, on en sort totalement hagard. Alors, à la fin de chaque réunion, on se claque dans les mains avec Jean-Claude, et celle-là, on ne l'arrivera pas. Ouais, celle-là, elle est à nous, on ne la volera pas. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième, c'est les regards qu'on peut avoir avec les journalistes autour. Don King ou quand c'est Bob Arum, voilà, qui vous regardent et qui essayent d'avoir un sourire interrogateur. Ça vous a plu, c'était bien, etc. Vous allez le plus souvent, bien sûr, passer à la conférence de presse d'après-match. Et c'était l'époque voilà, où ça faisait déjà 2 ans que j'avais mon équipe de tournage, Scott McLean, mon caméraman, et puis mon ami aussi ingénieur du son, Kenny Liston. Et en fait, voilà, c'est. Alors, quand vous sortez de 5 heures avec les casques, parce que vous êtes arrivé avant, etc. Franchement, vous êtes un petit peu, quand je dis hagard, vous marchez, vous avez l'impression de voler, tout est beau autour de vous. Je vous promets, c'est quelque chose de magique. On fait ça, on est payé par Canal+, mais si vous n'êtes pas payé, mais vous y allez directement. Et on disait avec Jean-Claude, mais jamais de la vie on a travaillé, on n'a jamais, c'était que du bonheur, du pur bonheur. Et en plus, c'est le fait, dans ces années-là, tu l'as dit, Captain, 1994, je ne sais pas combien de fois on est allé aux États-Unis, mais en janvier, on y était pour Chavez, on devait y être en avril ou en mai, on y était en juin, on y était en septembre, on y était on était à Monterrey quelques mois avant avec toujours Terry Norris. Donc, quand vous sortez d'une soirée comme ça et avec 5 championnats du monde, voilà, c'est quelque chose. Alors, c'est pas la plus belle soirée qu'on ait vécue, mais j'aurais été content 30 ans après de revivre cette soirée parce que voilà, il faut se dire une chose, c'est que à cette époque-là, les années 90, pour moi, resteront toujours les plus belles de la boxe. Alors, j'ai pas vécu les années 80. Les années 80, c'est sûr que quand vous arriviez et que vous aviez un Hagler Leonard, un Hagler Ernst, un Duran Leonard, bon, tout ça c'était fantastique, mais là c'était plus sur un combat. Là, dans ces années-là, avec justement le fait que Mike Tyson est en prison, bientôt va en sortir, c'est là qu'on fait ces réunions marathon, mais c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ça l'a été aussi pour nous. Hein. C'était un bonheur immense. Et d'ailleurs, tu vois, 30 ans plus tard, j'ai toujours envie d'en parler. Antoine, aussi, je pense que ça te donne aussi toujours envie d'en écrire sur 130livres.com. Ouais, c'est des époques. Alors, il faut toujours trouver l'angle, mais là, évidemment, on repense très fort aux années 90, ces derniers jours. Pour un autre natif de 1949 que Larry Holmes, c'est-à-dire George Foreman. Évidemment, bon, ça correspond à la fois à l'aventure Canal avec l'esprit qu'il y avait derrière, à un âge d'or de la boxe et puis à un âge de la vie particulier parce que t'es gamin, tu découvres, etc. Et, Ouais. tu vis le truc à fond et c'est quand même particulièrement marquant. Donc, je suis très heureux pour le coup que on ait une espèce de réminiscence de ça aujourd'hui, parce que c'est ce que je disais en intro. En fait, si l'argent saoudien a un mérite, c'est qu'on reconstitue, même si l'esprit est différent, la production est différente, on reconstitue des belles soirées avec des sous-cartes qui ressemblent à quelque chose. Et donc ça peut peut-être réintéresser aujourd'hui, je le sais, parce que j'expérimente ça en direct. Pour la revanche entre Bivol et Beterbiev, je l'ai vu avec mon filleul de 20 ans, et il a tenu toute la soirée marathon, et ça l'a intéressé, et etc., etc. Donc, ça veut dire que on peut peut-être rechoper, réattraper l'intérêt d'un certain public jeune avec ça. Mais bon, moi, je me rappelle évidemment qu'à l'époque, j'avais pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui, et pourtant j'étais complètement fan, comme tu l'étais, Captain. Alors également pour boucler la boucle d'ailleurs, on a parlé de Mike Tyson en introduction en disant que évidemment c'était le spectre derrière tous les combats de poids lourds qui visaient à déterminer qui serait détenteur de la ceinture, etc. Enfin, des 3 ceintures majeures à l'époque. Tyson, donc, qui était prévu ce soir-là, n'est pas venu. Ouais. Et d'ailleurs, le correspondant du New York Times, l'article se retrouve. Le correspondant du New York Times avait dit
quand on a tendu le micro à Holmes après sa défaite et qu'il a annoncé sa retraite, il a fait un speech à destination de McCall qui était plein de sous-entendus et on sentait qu'il parlait aussi de Tyson. C'est-à-dire qu'il disait, je l'ai sous les yeux là, me battre ne fait pas de toi un champion, gagner une ceinture ne fait pas de toi un champion, c'est comment tu traites les gens, c'est comment tu es à l'intérieur. Il est important d'être une bonne personne. Alors, keep your nose clean, donc garde le nez propre et ne finis pas, don't end up nowhere bad. Donc, tu sens très bien que c'est un discours qui tient à McCall en mode, ben voilà, sois champion, donc sois-en digne, mais que ça pouvait tout à fait s'adresser aussi à Iron Mike, qui, lui, n'avait pas tout à fait gardé son nez propre, ni n'avait toujours été gentil avec les gens, ni n'avait toujours, etc., etc. Donc, il tire sa révérence Holmes avec une déclaration à la Holmes, parce qu'il ne faut pas... À la Holmes. C'était un personnage qui ne se rendait pas non plus charmant à tout prix. Voilà, donc c'est un peu... c'est assez conforme à ce qu'il était. C'est vrai, pour conclure cette soirée. Voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir d'en avoir parlé, les amis, et vraiment, quelle carrière extraordinaire de Christian Delcourt. Christian, c'était un plaisir. On se retrouve bien sûr bientôt pour d'autres aventures box. Merci de nous avoir... et je sais que tous les collectionneurs, on a beaucoup de collectionneurs qui nous écoutent, et je sais qu'ils l'ont chez eux, ils vont se replonger dans ce livre. Christian, j'en suis persuadé. Et on se retrouve évidemment bientôt. Portez-vous bien, passez un bon week-end et écoutez-nous pour d'autres aventures box. Portez-vous bien. Ciao.